Extrait d'un livre de Dino Buzzati, Le Cas, écrit en 1966. L'extrait s'appelle « Le veston ensorcelé », partie numéro 2. J'écrasai la sonnette pour appeler ma secrétaire. J'allais écrire un mot à Corticella et lui restituer cet argent qui n'était pas à moi. Mais à ce moment-là, et je ne saurais pas expliquer la raison, je glissai de nouveau ma main dans ma poche. « Qu'avez-vous, monsieur ? Vous ne vous sentez pas bien ?» me demanda la secrétaire qui entrait alors. J'avais dû pâlir comme la mort. Dans la poche, mes doigts avaient rencontré les bords d'un morceau de papier qui n'y était pas quelques instants avant. « Non, non, ce n'est rien, dis-je. Un léger vertige, ça m'arrive parfois depuis quelque temps. Sans doute un peu de fatigue. Vous pouvez aller, mon petit, j'avais à vous dicter une lettre, mais nous le ferons plus tard. » Ce n'est qu'une fois la secrétaire sortie que j'osai extirper la feuille de ma poche. C'était un autre billet de 10 000 livres. Alors je fis une troisième tentative, et un troisième billet sortit. Mon cœur se mit à battre la chamade. J'eus la sensation de me trouver entraînée pour des raisons mystérieuses dans la ronde d'un conte de fées comme ceux que l'on raconte aux enfants et que personne ne croit vrai. Sous le prétexte que je ne me sentais pas bien, je quittai mon bureau et rentrai à la maison. J'avais besoin de rester seule. Heureusement, la femme qui faisait mon ménage était déjà partie. Je fermai les portes, baissai les stores et commençai à extraire les billets l'un après l'autre, aussi vite que je le pouvais, de la poche qui semblait inépuisable. Je travaillais avec une tension spasmodique des nerfs, dans la crainte de voir cesser d'un moment à l'autre le miracle. J'aurais voulu continuer toute la soirée, toute la nuit, jusqu'à accumuler des milliards, mais à un certain moment, les forces me manquèrent. Devant moi, il y avait un tas impressionnant de billets de banque. L'important maintenant était de les dissimuler, pour que personne n'en ait connaissance. Je vidai une vieille malle pleine de tapis, et dans le fond, je déposai par liasses les billets que je comptais au fur et à mesure. Il y en avait largement pour 50 millions. Quand je me réveillai le lendemain matin, la femme de ménage était là, stupéfaite de me trouver tout habillée sur mon lit. Je m'efforçai de rire en lui expliquant que la veille au soir, j'avais bu un verre de trop et que le sommeil m'avait surpris à l'improviste. Une nouvelle angoisse. La femme se proposait pour m'aider à enlever mon veston afin de lui donner au moins un coup de brosse. Je répondis que je devais sortir tout de suite et que je n'avais pas le temps de me changer. Et puis je me hâtai vers un magasin de confection pour acheter un vêtement semblable au mien en tout point. Je laisserai le nouveau aux mains de ma femme de ménage. Le mien, celui qui ferait de moi en quelques jours un des hommes les plus puissants du monde, je le cacherai en lieu sûr. Je ne comprenais pas si je vivais un rêve, si j'étais heureux ou si au contraire je suffoquais sous le poids d'une trop grande fatalité. En chemin, à travers mon imperméable, je palpais continuellement l'endroit de la poche magique. Chaque fois, je soupirais de soulagement. Sous l'étoffe, le réconfortant froissement du papier-monnaie me répondait. Mais une singulière coïncidence refroidit mon délire joyeux. Sur les journaux du matin, de gros titres. L'annonce d'un cambriolage survenu la veille occupait presque toute la première page. La camionnette blindée d'une banque qui, après avoir fait le tour des succursales, allait transporter au siège central les versements de la journée, avait été arrêtée et dévalisée rue Palmanova par 4 bandits. Comme les gens accouraient, un des gangsters, pour protéger sa fuite, s'était mis à tirer. Un des passants avait été tué. Mais c'est surtout le montant du butin qui me frappa. Exactement 50 millions, comme les miens. Pouvait-il exister un rapport entre ma richesse soudaine et le hold-up de ces bandits survenus presque en même temps ? Cela semblait ridicule de le penser, et je ne suis pas superstitieux. Toutefois, l'événement me laissa plus perplexe. Plus on possède, et plus on désire. J'étais déjà riche, compte tenu de mes modestes habitudes, mais le mirage d'une existence de luxe effrénée m'éprenait. Et le soir même, je me remis au travail. Maintenant, je procédais avec plus de calme et les nerfs moins tendus. 135 autres millions s'ajoutèrent au trésor précédent. Cette nuit-là, je ne réussis pas à fermer l'œil. Était-ce le pressentiment d'un danger
Ou la conscience tourmentée de l'homme qui obtient sans l'avoir mérité une fabuleuse fortune? Ou une espèce de remords confus? Aux premières heures de l'aube, je sautai du lit, m'habillai et courus dehors en quête d'un journal.